BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 15h30. On va parler de réglementation d'aide aux entreprises de mining d'États-Unis, de la Paris Blockchain Week. Ça se prépare avec mes invités. Laurent Auvion, président de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Bonjour Laurent. Bonjour Sandra. Ravi de vous retrouver. Plein d'actualités à commenter aujourd'hui. Louis Laszlo est également avec nous, directeur technique et produit chez Meria. Bonjour Louis. Et notre journaliste crypto, BFM Business, Pauline Arbonnet. Bonjour Pauline. Bonjour. On va parler de beaucoup d'actu et vous continuez à nous écrire à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous le savez, on répond à vos questions le jeudi avec Morgane Henlandu et Stéphanie Fra sur ce plateau. Écrivez-nous. En attendant, BFM Crypto, le club, c'est parti. Honneur aux dames dans cette émission. Pauline Armandet, on commence par l'actualité en France. Cette annonce qui a fait beaucoup parler, qui a son importance, BPI France qui va soutenir de manière beaucoup plus forte les crypto-monnaies, Pauline. Oui, c'est BPI France qui avait injecté au cours des 10 dernières années 150 millions d'euros dans des projets crypto et blockchain. Elle avait financé notamment 200 startups. Et là, elle décide de doubler ses investissements et donc elle a un plan de 225 millions d'euros à injecter entre 2025 et 2029. Oui. Dans le détail, il y a 100 millions d'euros d'investissement direct, 100 millions d'euros d'investissement indirect via des fonds de venture capital et 25 millions d'euros qui visent vraiment à accélérer sa stratégie dans, en gros, le développement d'actifs numériques, de tokens. Pourquoi BPI France fait cette annonce et veut renforcer cette position dans ce domaine, Pauline ? Alors déjà, première raison, investir dans un domaine qui est en plein essor, ça peut paraître évidemment intéressant pour des investisseurs et notamment pour BPI France. Ouais. Il y a des levées de fonds de plus en plus intéressantes, des acteurs de plus en plus nombreux sur ce créneau. On le voit quand même, de plus en plus de Français détiennent des crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a plus de 12%. Et il y a aussi une raison fondamentale aussi derrière, mieux connaître le secteur. Par exemple, avec son enveloppe de 25 millions d'euros, BPI France veut développer des actifs numériques qui seraient référencés sur les marchés financiers décentralisés. Donc, il y a un intérêt, évidemment, qui lui est propre. Et peut-être dernière raison, évidemment, la compétitivité de la France par rapport aux autres acteurs, par rapport aux autres pays. Quand on sait que les États-Unis, et notamment Donald Trump, veut faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies et du Bitcoin, et donc veut faire émerger des géants, de nouveaux géants du secteur, des stablecoins adossés au dollar à d'autres géants des crypto-monnaies, forcément la France, elle veut quand même être à l'avant-garde aussi de ce secteur. Donc c'est bien aussi d'injecter des liquidités dans ce secteur d'activité. Bon, alors nous on est convaincus. Quoi, c'est une bonne nouvelle, Laurent Auvion, cette annonce de BPI France? Alors c'est une très bonne nouvelle parce que d'abord ça va allouer des fonds au secteur crypto qui en a bien besoin. On vrai qu'on a connu 2 années, 2023 et 2024, assez difficiles, à la fois sur les marchés et dans les financements notamment privés. Donc là, c'est BPI qui redonne l'impulsion à destination de l'ensemble des acteurs. Donc c'est plutôt une lecture très positive. Et l'autre excellente nouvelle qui passe un petit peu plus inaperçue, ce sont ces fameux 25 millions qui sont réservés à de l'investissement en token, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Et ça veut dire que derrière, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et d'ailleurs Sébastien Raspillère était là pour expliquer le principe de ces investissements, ça va permettre à BPI France d'accéder à des projets qui ne se développent pas de manière tout à fait cohérente et classique en equity. C'est vrai qu'on a l'habitude, quand on est investisseur, d'investir dans des parts de capital, mais vous avez notamment dans la finance décentralisée des projets qui se développent autour de fondations, qui se développent autour d'associations ou qui se développent autour de projets un peu coopératifs, mutualistes, etc., etc. Et pour un acteur comme BPI, c'est difficile d'investir dans ces projets-là. Avec cette faculté d'investir dans un token, ça veut dire que BPI pourra aller un petit peu au-delà de son spectre d'investissement classique et traditionnel. Donc c'est une excellente nouvelle. Louis, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment très intéressant. Comme on le disait, c'est aussi un moyen de rester compétitif. On a une belle économie avec un certain nombre d'acteurs qui étaient PSAN par le passé, mais qui vont en route vers MiCA. On va y revenir. Donc c'est vraiment très très intéressant de ce côté-là. On a perdu la bataille des données personnelles en Europe. On est très fortement challengé sur la bataille du cloud. Donc il nous reste l'IA et la crypto où on a encore une place à jouer sur l'échiquier mondial. Voilà, c'est un tournant à prendre et à garder. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème. Après, je pense qu'il y a un côté régulatoire où il va falloir un peu
mettre un peu d'huile dans la mécanique pour aller un peu plus vite. Ça répond quand même à une annonce des États-Unis qui parle en termes de milliards. Là-bas, c'est toujours des proportions un peu plus grandes. Est-ce que c'est avec quelques millions, pardon, même si c'est 200 millions, qu'on va réussir à faire sortir, nous, des acteurs importants, des géants en France, en Europe, Laurent? Oui, parce qu'il ne faut pas penser que c'est BPI tout seul dans son coin. En général, BPI, quand BPI participe à un tour de table d'une start-up, c'est rarement seul. C'est-à-dire qu'il y a souvent d'autres acteurs du venture capital en France et en Europe. Ça veut dire que si BPI va investir 200 millions, si elle le fait en général avec 3, 4, parfois 5 acteurs, on peut imaginer multiplier par 3, 4 ou 5 ce montant disponible et ces projets d'investissement. Et c'est vrai que beaucoup d'investisseurs, quand c'est BPI qui investit, se disent OK, s'il y a BPI, j'y vais. Parfois, c'est un petit peu l'inverse. C'est BPI qui se dit j'attends que tel acteur y aille. Mais il ne faut pas juste voir cette partie-là. Pauline parlait très justement d'investissement direct et indirect. C'est aussi indirectement un potentiel d'investissement de plusieurs centaines de millions et pas seulement l'enveloppe de BPI. C'est bon signe par rapport à nos voisins. Est-ce que les banques publiques d'investissement dans les pays européens, par exemple, font de même, qu'il y a un mouvement général du continent ? Alors, il y a un mouvement général du continent. Louis le rappelait, on a perdu un certain nombre de batailles. Il y a une vraie prise de conscience, et notamment depuis les élections américaines et les différentes annonces, de dire oula, mais là effectivement, il y a une locomotive, alors avec son style et ses particularités. Loin de moi l'idée de penser qu'il faut faire exactement ce qui se passe aux États-Unis, mais en tout cas, il y a eu un électrochoc. Il y a eu un électrochoc dans la défense, il y a eu un électrochoc dans la diplomatie, il y a également un électrochoc sur le business et sur ces deux parties que sont l'IA et les cryptos, sur lesquelles l'Europe se mobilise aujourd'hui. C'est intéressant que vous parliez de l'IA parce que cet argent, je cite, va servir à financer des entreprises du secteur de la blockchain et de l'intelligence artificielle. On en avait parlé il y a quelques semaines au moment du sommet de l'IA à Paris. On avait eu du mal à trouver un petit peu les domaines communs, les entreprises communes entre l'IA et la blockchain. Est-ce qu'il faut mêler l'explication de ce que c'est que la blockchain, de ce que c'est que les entreprises de la blockchain, à ce qu'est aussi l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir confusion? Alors, là encore, tout dépend quels sont les messages qui seront passés. En fait, il faut revenir au cas d'usage et au cas d'application. Vous avez parfois, sur des projets d'intelligence artificielle, une notion de réussir à tracer l'origine, l'authenticité et la traçabilité d'un certain nombre de productions. Et sur ces aspects-là, la blockchain et les acteurs, en tant que technologie, peuvent être extrêmement performants et avoir une vraie solution technologique à apporter à ces acteurs-là. Et puis, il y a d'autres sujets sur lesquels chacun va vivre sa vie de son côté. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une maturité du côté des investisseurs et également du côté des sociétés. Avant, on avait un peu envie de dire, voilà, je vais lancer un projet IA, il y avait IA dans le projet, tout le monde se jetait dessus en disant, oula, c'est le projet de demain. Pendant un moment, ça a été les NFT, pendant un moment, ça a été la crypto. Dieu merci, tout ça, c'est un petit peu assaini. Et aujourd'hui, de dire qu'on a un projet IA et puis je vais couplé avec de la blockchain et je vais lancer mon token, et etc., plus personne n'est vraiment dupe. S'il n'y a pas quelque chose de vraiment technologiquement très fort et qui apporte une réponse à une vraie problématique, business, quelle qu'elle soit, les mots et le marketing ne suffiront plus. Les projets de Donald Trump dans les crypto-monnaies, Pauline, le groupe de travail chargé des cryptos du gendarme boursier, la SEC a prévu de se pencher sur plusieurs problématiques de l'écosystème crypto au cours des prochaines semaines. Effectivement, ce groupe de travail prévoit de se réunir à 4 reprises entre mars et juin pour aborder les problématiques qui sont fondamentales, les enjeux fondamentaux pour ce secteur. La première réunion, elle aura lieu la semaine prochaine, donc le 11 avril, et elle porte sur la réglementation et le trading de crypto-monnaies. C'est évidemment un sujet crucial aux États-Unis parce que, évidemment, la question de savoir si une crypto-monnaie est ou non un titre financier d'un point de vue juridique, elle n'a toujours pas été tranchée. Oui. Et l'objectif, à travers la nouvelle réglementation des États-Unis, c'est évidemment de se pencher sur la question. Et il y a d'autres sujets qui vont être abordés dans les prochaines réunions. Le système de garde, donc de conservation
d'investissement de crypto-monnaies et 2 sujets plus axés sur la finance décentralisée, donc la tokenisation des actifs et voilà, une table ronde qui s'intitule Finance décentralisée et l'esprit américain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le cadre de ces tables rondes, de nombreux acteurs crypto vont être conviés, même si on ne connaît pas encore qui sont ces acteurs. Et puis le public aussi peut participer à ces tables rondes et elles peuvent même être suivies en ligne. Donc voilà, pour tous ceux qui s'intéressent aussi à l'écosystème des crypto-monnaies, ils peuvent assister à ces tables rondes parce que c'est vrai que voilà, ce qui se discute aussi aux États-Unis, ça peut être intéressant bien sûr pour les auditeurs et téléspectateurs français. Quoi qu'il arrive, l'ambiance a changé entre la SEC et l'écosystème crypto depuis l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qui a changé ? Ça c'est sûr. C'est vrai que avant les ancienne administration et notamment celle qui avait la SEC avec à sa tête Gary Gensler, elle était vraiment dans une politique assez agressive vis-à-vis de l'écosystème crypto. Il y a eu de nombreux procès qui ont été lancés, alors des procès qui étaient clairement légitimes pour des cas de fraude contre des projets crypto, mais d'autres projets sur lesquels il y avait quand même un certain flou juridique. Et donc c'est vrai qu'on avait une SEC assez agressive et maintenant avec la nouvelle administration Trump, il y a vraiment une politique de main tendue à l'écart de cet écosystème, d'où l'intérêt de ces premières tables rondes pour discuter, rencontrer l'écosystème, comprendre quelles sont les problématiques, les problèmes qui sont posés à l'heure actuelle qui ne permettent pas à cet écosystème de se développer et de bâtir une réglementation la plus claire possible. Ça, c'est plutôt rassurant ce que vous dites, Pauline, sur ce qui se passe, parce que parallèlement à ça, il y a quand même les annonces déroutantes de Donald Trump sur ce qu'il fait, sur les mêmes coins, sur des annonces qui peuvent être un petit peu contre-productives et en même temps cette volonté de réglementation et de discussion avec les acteurs du secteur. Louis Laszlo. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que après les annonces électorales qu'on lui ont permis de financer ou d'accéder au pouvoir de manière directe ou indirecte, il y a eu beaucoup d'annonces de tout et n'importe quoi. Oui. Et là, on commence à avoir des mesures concrètes avec une réglementation du secteur, avec une participation des acteurs crypto qui jusque-là étaient effacés, ce qui s'est traduit par des annonces qui étaient un peu aléatoires dans tous les sens. Donc, c'est rassurant, puisque voilà, on remet un peu l'église au centre du village, on reprend les gens qui savent et on leur demande de contribuer, de participer, donc ça va pas aller dans le bon sens. Après, je pense que ça va aussi faire la lumière, où ça va permettre de tirer les conclusions, ou en tout cas l'analyse de toutes les annonces ou de tous les potentiels conflits d'intérêts qu'il y a pu avoir sur les premiers mois ou les premières semaines du mandat de Donald Trump. Mais voilà, vraiment très intéressant, parce que c'est vraiment la concrétisation sérieuse des annonces électorales et qui sont plus rassurantes pour le secteur, puisque là, on n'est plus du tout sur des mêmes coins, on n'est plus du tout sur autre truc, on est sur des vrais sujets qui sont sur notre secteur, sur la traçabilité, sur la DeFi, sur la custody, et avec des vrais acteurs crypto qui sont dans le métier, dans l'industrie, sérieux, etc. Donc voilà, c'est plutôt rassurant pour notre industrie, là où tout le monde était un peu inquiet du chemin qu'on prenait avec la crypto, qui nous desservait plus que ce que ça servait l'écosystème. Oui, Laurent Vion, c'est les acteurs qui se mettent en ordre de bataille, ils peuvent enfin le faire aux États-Unis. Oui, il y a ça, et puis Pauline parlait de main tendue, je dirais c'est une main tendue mais qui reste ferme, c'est-à-dire qu'effectivement il va y avoir autour de la table, comme le disait très bien Louis, l'ensemble des acteurs. En face, il y a quand même la SEC, c'est-à-dire que la SEC c'est quand même une institution, et les institutions aux États-Unis pour l'instant restent solides face au délire, aux atermoiements de Trump et de son administration, et donc il ne faut pas imaginer qu'aux États-Unis ça va être le Far West et la récréation pendant 4 ans. Vous avez une SEC qui justement a passé plutôt sous la présidence de Gary Gensler un peu de temps à dire allez-y, et puis si ça nous plaît pas, on vous dira a posteriori que ça nous plaît pas. Là, il y a des règles qui vont être établies. Les acteurs crypto appellent plutôt de leur vœu ces règles, parce que justement ça leur permettra d'opérer dans un cadre qui est très clair, comme c'est le cas en Europe, même si ce serait bien qu'on accélère un petit peu sur l'application du cadre en Europe, mais c'est un autre sujet. Mais oui, c'est très bien, et encore une fois, ça va pas être la grande fête de la crypto et la grande récréation comme certains ont pu l'imaginer pendant la campagne présidentielle. Pour autant, quand on regarde le cours, c'est très calme, c'est bas, 82 679, 692 $, ça vient de changer. Les gains qui avaient été acquis depuis l'élection de Donald Trump ont été annulé depuis. Cette stabilité relative, c'est plutôt intéressant d'après vous ? Je vais reprendre un adage de finance très très traditionnel, c'est acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Et effectivement, il y a eu énormément de spéculation
au moment de la campagne et dans la phase de transition entre le moment de l'élection et le moment de l'investiture de Donald Trump. Et puis depuis, oui, ça déchante aussi un petit peu sur certaines annonces. La fameuse réserve de Bitcoin qui finalement ne sera pas aussi importante que ça, et ce sera peut-être pas que du Bitcoin, ce sera peut-être pas, etc., etc. Et puis après, on a quand même aussi un contexte de marché global qui est quand même extrêmement tendu, et il n'est pas étonnant que ce soit les actifs numériques qui avaient beaucoup monté, on avait plus que doublé sur toute l'année 2024, qui corrige un petit peu. Maintenant, comme on le dit systématiquement, si on dézoome, la trajectoire de Bitcoin et des actifs numériques, d'un point de vue, je me positionne toujours du point de vue de la gestion de patrimoine, d'un point de vue d'un horizon moyen à long terme, ça reste un investissement tout à fait cohérent et intéressant. Pour autant, Louis, vous avez dit que la semaine serait calme. Ça sera décisif, je pense, pour les cours des prochaines semaines. Ouais. Après, comme on le disait, voilà, il y a eu beaucoup de volatilité et beaucoup de spéculation pendant la période électorale et très peu post-électorale. Mais si on dézoome un peu, déjà, la crypto est impactée comme toutes les classes d'actifs. Si on regarde le Nasdaq, il a aussi significativement corrigé. Et si on dézoome complètement, on voit que sur les derniers cycles, même en phase de bull run, on a eu des très belles corrections. Donc jusque-là, rien d'anormal. Donc c'est sûr que c'est pas pour tous les nouveaux venus, ça peut être déstabilisant. Mais sur un temps long, on est sur un actif volatile avec risque. Et donc sur un temps long, il faut regarder un peu avec du recul tout ce qu'on voit ces dernières semaines. C'est peut-être le moment de rentrer, d'ailleurs, quand c'est calme comme ça et que ça bouge pas trop. Vous faites comme vous voulez. Ça, c'est une décision tout à fait personnelle. On parle d'un autre sujet de l'industrie crypto, Pauline, c'est le Bitcoin. Vous nous parlez de ces entreprises qui achètent du Bitcoin pour booster leur performance financière. J'en ai une en tête, elle est française. Effectivement, The Blockchain Group, donc c'est une société française qui veut un peu suivre les pas, notamment du géant Strategy, ex-MicroStrategy, dirigé par le bitcoiner maximaliste Michael Saylor. Et donc, cette société française, elle s'est dit, moi aussi, je vais commencer à faire une stratégie d'acquisition de Bitcoin. Elle a commencé en novembre 2024, et depuis, elle a acheté plus de 600 Bitcoins. Et du coup, résultat des comptes, cette société qui est cotée sur Euronext, le cours de son action a augmenté de plus de 300%. C'est notamment ce qu'a expliqué son patron. Il en était assez fier. Et c'est vrai qu'on voit que ce n'est pas la seule société qui va décider d'acheter du Bitcoin pour booster en fait ses performances boursières. Il y a notamment aussi Metaplanet, un géant japonais qui aussi va acheter notamment pas mal de Bitcoin dans sa trésorerie. Et du coup, on voit vraiment le lien aussi entre l'achat de Bitcoin et les performances en bourse. C'est gagnant, mais c'est risqué, Pauline. Alors c'est effectivement risqué, et c'est ce qui est notamment assez souvent évoqué pour le cas de MicroStrategy, de stratégie, ex-MicroStrategy, dans la mesure où c'est vrai que ces achats vraiment successifs de Bitcoin viennent aussi, au niveau du bilan de l'entreprise, ça pourrait devenir compliqué si le Bitcoin venait à chuter brutalement. Et donc c'est vrai que même s'il y a vraiment une stratégie de long terme, et vous l'évoquiez, qui est importante sur le Bitcoin, ça s'inscrit aussi dans une stratégie qui peut aussi créer une certaine méfiance des investisseurs en fonction du cours de l'arène des cryptos. C'est intéressant, ces stratégies-là. On en parlait avec Alexandre Lézé sur ce plateau il y a quelques jours. En quoi c'est important ce type d'action pour l'adoption générale en France, Laurent Ovion? Alors pour l'adoption par rapport au grand public, je ne pense pas que c'est un impact majeur. Par contre, pour ce qui est de l'institutionnalisation et l'approche Bitcoin comme produit de trésorerie, réserve de valeur, ça vient apporter effectivement des arguments à ceux qui sont en faveur de ça. Après, beaucoup de chefs d'entreprise ou de trésoriers vous expliqueraient quand même que placer toute sa trésorerie dans un seul et même actif, il y a une dimension extrêmement risquée. C'est le pari de The Blockchain Group, donc ils sont effectivement extrêmement transparents dans leur communication sur le sujet. Donc autant on peut avoir des entreprises du CAC 40 ou du SRD qui investissent une partie de leur trésorerie en crypto parce que elles anticipent du coup des rendements supplémentaires. Là, on est vraiment dans une stratégie qui est très claire, c'est optimiser et maximiser le nombre de Bitcoin détenus
par action. Donc, limite, ça devient une nouvelle activité et c'est le travail complet. Donc, il faut regarder ça avec intérêt. C'est intéressant parce que ça va aussi inspirer peut-être d'autres entreprises et favoriser l'adoption de Bitcoin comme actif de trésorerie, mais dans des proportions beaucoup plus faibles. Beaucoup plus raisonnables. C'est surtout que c'est pas l'activité principale de la majeure partie des entreprises. C'est ça. Votre avis sur la question, Louis ? C'est très intéressant et je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre entreprises qui diversifient leur trésorerie et surtout entreprises qui ont du cash disponible et qui diversifient leur trésorerie, que entreprises qui adossent carrément leur cours et leur activité principale sur le Bitcoin, sur le Bitcoin en question ou la crypto de manière plus générale. Ouais. D'un point de vue, on va dire, détenteur de crypto, c'est plutôt positif, puisque moi qui ai du Bitcoin, moins il y a de crypto, moins il y a de Bitcoin en circulation, plus logiquement il y a un côté rassurant sur le prix et sur la rareté de l'actif. Donc ça peut être vraiment intéressant d'un point de vue porteur. Après oui, il faut se poser la question de la pérennité des entreprises. Donc il y a un risque à mesurer pour les investisseurs, soit d'entrer directement détention de Bitcoin, soit s'exposer à travers le cours de ces entreprises. Donc intéressant sur le sujet. Après, voilà, je pense que le modèle stratégie est quand même unique en son genre. Et on est loin d'avoir une stratégie en Europe. Oui, mais c'est intéressant qu'il y ait un acteur qui se risque à faire ça. Pourquoi pas ? On le recevra de toute façon à nouveau dans les jours qui viennent. On va parler un petit peu de ce rendez-vous de la semaine prochaine, la Paris Blockchain Week. Ça va être important. En quoi ça va être important pour la DAN, Laurent Ovion ? Alors c'est important parce que il y a quelques grands messes annuelles de par le monde sur la blockchain et les actifs numériques en général. Et le Paris Blockchain Week en fait bien évidemment partie. Donc c'est l'occasion de faire venir énormément d'acteurs étrangers en France. C'est l'occasion de se réunir. Et puis c'est l'occasion aussi encore une fois, d'aborder certains sujets sous des angles un petit peu différents. Donc il y a pas mal de conférences qui seront organisées, notamment le mercredi 9 avril à Bercy. On sera reçu par le ministre de l'économie et des finances qui pour la première fois prendra la parole sur le sujet de la blockchain et des actifs numériques dans le cadre de la conférence Blockchain and Finance, à laquelle la DAN participe avec l'ensemble des sociétés, des associations de place. Donc un très, très bel événement qui va réunir les acteurs plutôt très traditionnels, et c'est toujours notre volonté de venir les attirer, de leur expliquer ce que d'autres acteurs traditionnels peuvent faire et opérer sur les actifs numériques et la blockchain et la tokenisation, les stablecoins, etc. etc. Et puis le lendemain, le jeudi 10 avril, on aura notre restitution de l'étude annuelle. On les attend ces chiffres. Hein. Qui est fait, vous ne voulez pas nous les donner comme ça. Alors c'est pas que je veuille pas, c'est que ce serait un petit peu délicat et indélica surtout de vous le communiquer avant la restitution. Donc l'étude qui a été conduite cette année toujours avec Ipsos pour les enquêtes et avec Deloitte qui nous accompagne sur la partie analyse. Et on sera ravis à cette occasion également de réunir l'ensemble des acteurs sous l'étiquette et la fédération de la DAN avec la ministre Clara Chapas qui va nous recevoir à Bercy pour qu'on vienne échanger pendant une bonne heure de nos problématiques et de nos sujets. C'est intéressant d'avoir et Éric Lombard et Clara Chapas qui dernièrement s'emparent quand même de ce sujet, la blockchain, les cryptos. Est-ce que vous avez vu des politiques s'en emparer comme ça auparavant ou c'est nouveau ? On sait qu'il y a certains sujets qui ont été pris par certains politiques plutôt des extrêmes. Là, c'est le gouvernement qui s'en empare. Ouais, alors, dans les gouvernements, on a toujours eu des ministres ou des secrétaires d'État au numérique qui étaient attentifs à nos sujets et qui nous ont jamais mis de bâton dans les roues. Là, je sens pour la première fois, et je les en remercie, une volonté de nous accompagner dans le développement et surtout de poser sur la table des sujets très concrets. Clara Chapas s'est exprimée en fin de semaine dernière sur le minage de Bitcoin et crypto-monnaies par EDF. Il y a eu des prises de position également sur le côté apolitique de la crypto, des prises de position sur les libertés individuelles et les solutions que pouvait apporter la blockchain et d'identité numérique avec ce qu'on appelle le zero knowledge proof qui vous permet d'apporter la preuve de quelque chose mais sans divulguer de données personnelles sur
votre âge, par exemple, de dire que vous avez plus de 18 ans, sans préciser que vous en avez 23, 35 ou beaucoup plus. Donc, ce sont des choses intéressantes. Et c'est important pour nous que la ministre nous accompagne et porte effectivement ces sujets-là. Et donc, en ça, je sens qu'il y a une inflexion et une volonté, après avoir consacré beaucoup de temps à l'IA en début d'année, de prolonger ce temps et de donner la même impulsion et la même direction sur la partie qui nous concerne. Il y a la volonté politique, mais il y a encore des freins. L'adoption, notamment, pas l'adoption, pardon, mais les certifications, l'AMF qui délivre toujours aucun agrément, ça c'est un problème, ça ne va pas assez vite, Laurent Auvion, pour les acteurs du secteur? Oui, ça ne va pas assez vite et il y a aussi une vraie frustration et de l'incompréhension. C'est-à-dire que, voilà, on est le 30 mars, chaque fois que j'interviens, je dis, voilà, nous sommes le 30 mars et on n'a toujours aucun acteur français qui a été agréé par l'AMF dans le cadre de la réglementation MiCA, alors que depuis 2019, on nous explique que l'AMF et la France sont précurseurs dans la perspective d'une réglementation européenne qui permettra à chaque acteur français de rayonner au niveau européen, etc. Mais on a quand même donné 18 mois aux gens à partir de MiCA, c'est-à-dire décembre 2024, pour se conformer. Est-ce que ça veut dire que administrativement c'est un casse-tête terrible? Alors oui, parce que les choses ne sont pas encore suffisamment claires du côté de l'AMF et surtout, les 18 mois, ils permettent aux acteurs de continuer d'exercer en France. L'agrément MiCA et ce qu'on appelle le passporting permet, à partir du moment où vous avez un agrément en France, de rayonner dans l'ensemble des pays européens. Ouais. Et donc pour l'instant, un acteur français, il est obligé de continuer d'exercer en France. Il ne peut pas aller dans les différents pays, sauf s'il a eu un agrément dans ces pays-là. Là où en Allemagne, vous avez 6 acteurs qui ont été agréés, 11 aux Pays-Bas, ces acteurs-là, ils peuvent venir opérer en France sans avoir de compte à rendre particulier à l'AMF et sans demande d'autorisation de l'AMF. Donc c'est un vrai sujet. Il y a une vraie distorsion de concurrence, alors qu'on nous avait dit soyez dans les starting blocks, dès que MiCA est en application, vous pourrez rayonner en Europe. Votre avis, Louis Laszlo, depuis Meria? Si on fait le parallèle avec ce qu'on disait en introduction, il y a une volonté avec de la liquidité qui descend sur le marché, des entreprises qui se créent, et de l'autre côté, un blocage sur la capacité de compétitivité, puisqu'aujourd'hui, on laisse venir jouer sur notre terrain de jeu des entreprises régulées dans des juridictions plus ou moins regardantes sur l'ensemble des critères que peut l'être l'AMF sur la protection de l'investisseur français. Donc, on joue sur la compétitivité des acteurs qu'on construit et qu'on investit en France versus des acteurs plus ou moins investis ou plus ou moins régulés ou plus ou moins vertueux sur les sujets de régulation. Donc, il y a un gros risque qui est porté et pour l'économie et les emplois qui ont été créés en France et les entrepreneurs qu'on construit en France versus l'investisseur qui peut aller s'exposer à des sociétés peut-être mieux disantes, moins regardantes, qui investissent plus de marketing, etc. Donc, il y a un vrai sujet. Côté Meria, on a été très tôt préenregistré PSAN auprès de l'AMF. On est dans les starting blocks pour MiCA et on va continuer à s'investir de manière régulée et vertueuse. Le message est passé. Je ne vous laisse pas tranquille pour les chiffres. Il faudra revenir absolument dans les semaines qui viennent pour nous les donner. Merci à tous les trois. Pauline Armandet, journaliste crypto BFM Business, Laurent Auvion, président de la DAN, et Louis Laszlo, directeur technique et produit chez Meria. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommer pour BFM Bourse. Bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.